Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de rester fidèle aux médias leaders True TV et Watt FM, médias sur lesquels vous nous suivez en direct et en simultané en ce moment. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en YouTube, en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau et pour cette convocation, les juges de siège, Bernard Bougma Jofrava. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Farah. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons parler politique et investissement en lien avec le domaine de la banque et des finances. Et celui que nous recevons à la barre ce matin est une personne avisée de ces questions-là, démissionnaire de l'UPC et ex-député du groupe parlementaire Rassemblement démocratique RD. Notre convoqué du jour a été le directeur de campagne de mouvement pour le Burkina du futur MBF lors des dernières législatives. Ancien député de la province de la Kossi, il a été député en juin, en tout cas depuis juin 2020, il est directeur général de la Banque agricole du Faso. Daouda Simboro, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons parler justement un peu politique et surtout vos ambitions à la tête de la Banque agricole du Faso. Mais avant, nous allons, comme d'habitude, donner la parole au juge pour les avant-propos et ça sera après cette virgule. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec le juge Bougma. Merci, président. Moi, j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner cette journée. Nous sommes au 2 juin. 2 juin 2021. Ça fait 30 ans que la constitution burkinabé a été effectivement mise en selle. Donc dans l'histoire de la Haute-Volta devenue Burkina, c'est la plus longue, pour ne pas dire la plus ancienne des constitutions, a pu résister au temps compte tenu des états d'exception par moment qui ont interrompu le processus démocratique. Donc c'est 30 ans aussi d'une démocratie en construction, avec ses forces et avec ses faiblesses. Ses forces et ses faiblesses étant les forces et les faiblesses des hommes et des femmes qui l'ont animé depuis effectivement son adoption jusqu'à aujourd'hui. Donc, tripatouillé, révisé à souhait et tout, finalement, le jonglage avec la Constitution a fini par nous envoyer là où nous sommes. Nous nous retrouvons avec une insurrection populaire, un coup d'État sur la main, et on a plusieurs années devant nous pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que ce genre de crise, on n'en sort pas aussi facilement. Donc on n'en sort pas aussi facilement, je le dis, parce que sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, nous portons effectivement les séquelles. Le boulot de la réconciliation concernait avant cette affaire de dénouement par la rue, beaucoup d'autres affaires. Mais avec effectivement l'insurrection populaire et le coup d'État, on a eu encore de nouveaux dossiers pour la réconciliation, de nouveaux dossiers à juger, des personnes victimes, des entreprises victimes, et puis voilà. Donc, pour ne pas dire que, pour dire, d'ailleurs en langue nationale morée, que je comprends bien, on dit Tinkoubri. Ça dit que c'est l'idole, quoi. Pour résumer comme ça, c'est-à-dire, effectivement, on ne devrait pas jouer avec, s'amuser avec, parce que il y a une valeur sacrée. Quand les gens s'accordent pour dire nous sommes d'accord sur ça, s'il y a une parole qui a été scellée, et donc même quand vous voulez effectivement retoucher des choses, vous devrez pouvoir être juste envers vous-même, envers les autres, et puis pouvoir faire en sorte que les uns et les autres acceptent. Le passage en force finit par mal payé, et c'est ce que nous avons payé tous et nous continuons de payer. Petit à petit on va en sortir, mais en même temps il y a une leçon qui est restée pour notre histoire. Le deuxième avant-propos, je l'ai pris sur la mairie de Houndé, où il a été dit que le lundi dernier, il y a eu une réunion là-bas, une rencontre présidée par le haut-commissaire, Madame Assetou Sibari Traoré, donc qui pour préciser les attributions du maire chargé
on dit du chargé de l'expédition des affaires courantes. Mais voici les précisions. Parce qu'il fallait effectivement préciser que c'est le 27 mai que M. Adolphe Kouala, premier adjoint au maire, a été désigné comme chargé d'expédition des affaires courantes. Ça a suscité beaucoup d'incompréhension. Et donc, le haut commissaire arrive et dit que il ne peut pas convoquer une session du conseil municipal, mais il peut convoquer une simple réunion du conseil. Il ne peut pas convoquer une réunion du conseil municipal, mais il peut convoquer une réunion simple des conseillers. C'est pour prendre quelle décision? C'est pas précisé. Sur le plan du budget, il ne peut pas signer un document à caractère financier. Et Madame le haut-commissaire a ajouté qu'il n'est pas maire. Il n'est pas non plus un intérimaire du maire. Il est chargé des affaires courantes en attendant une décision définitive du gouvernement sur la situation de la commune de Houndé. Donc, la fin du chargé d'affaires couvrant également n'est pas connue. Donc, d'abord, sa période d'intérim n'est pas connue, mais on dit qu'il ne peut pas présider un conseil municipal, mais il peut convoquer une rencontre des conseillers municipaux. Il ne peut pas, sur le plan budget, il ne peut rien faire, et on dit qu'il expédie des affaires courantes. Si vous enlevez les questions de finances et puis les questions de conseil, il reste quoi pour un intérimaire? Ou bien c'est les actes de naissance, ou bien je ne sais pas. Donc il y a de la précision à donner. Est-ce que c'est une délégation spéciale? Si c'est ça, autant y aller. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que il y avait d'ailleurs eu la session qui avait été convoquée le 14 pour pouvoir élire un nouveau maire qui avait échoué parce que sur les 46 conseillers, il y a 17 qui s'étaient présentés. Le 25, une deuxième convocation. Sur les 46, il y a 11 qui se sont présentés. Donc, ça a régressé. Et c'est le 27 qu'en désespoir de cause, cette note, effectivement, est sortie. Donc, coïncidence pour coïncidence, c'est vrai qu'on a M. Simboro ici, mais ça n'a rien à voir. Parce que j'ai vu ça sur la mairie de Houndé. Je le dis parce que M. Nyoumou, qui est le maire, dans le débarquement par les deux rencontres, le remplacement n'a pas été, comme on appelle ça, n'a pas eu lieu, et aussi du même parti que notre convoqué du jour. Mais je dis bien, c'est un avant-propos que j'ai vu hier. J'ai dit, bon, il faudrait également qu'on en parle, mais on attend aussi des précisions parce que la mairie de Houndé n'est pas seule à être concernée. Vous avez Orodara, vous avez Nagrégo, vous avez l'arrondissement, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces mairies qui sont concernées par cette affaire-là. Donc, c'est mieux de faire les choses selon ce que la loi demande. Parce que j'ai dit bien, 30 ans de constitution, on s'est amusé avec les textes. Voilà là où ça nous a conduit. En 2014, après l'insurrection, un maire, Thomas Bagamzare, a esté contre l'État pour dissolution illégale des collectivités. La justice a donné raison, mais après, c'est fini. Et là aussi, il avait raison, effectivement, de le dire. Et ceux qui jouent à ce jeu, et ceux également qui acceptent ce genre de responsabilité, doivent savoir qu'ils prennent des engagements devant l'histoire qui peuvent être rattrapés. Ben, si c'est légal, on y va. Mais à la lumière de ce que j'ai lu, j'ai les doutes. J'ai échangé avec certains jurys qui disent, bon, il y a quand même des choses à voir. Donc c'était là mes deux avant-propos. Merci pour ces interpellations, juge. Nous allons à présent écouter les avant-propos du juge Vaha. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va nous conduire au meeting international de Montreuil avec un nom qui porte tous les espoirs du Burkina pour ce qui est de l'athlétisme, plus précisément du triple saut, Fabrice Zango. Et on voit que hier, il a fait un autre saut très important, 17,67 m, et donc un nouveau record pour l'Afrique, donc par ricochet pour le Burkina Faso. On va dire félicitations à ce grand monsieur. Il égale d'ailleurs la performance de son entraîneur, et c'est Tango qu'il s'appelle, voilà, Teddy Tango. Et c'est pour nous très intéressant. Et puis dans la ligne des mise, c'est bien une bonne médaille aux prochains Jeux Olympiques. C'est vrai qu'au tribunal on parle rarement sport, et puis c'est le train qui arrive en retard qui nous intéresse, mais je crois que quand il y a des points aussi positifs, c'est bon de le soulever, c'est bon d'y marquer une halte. Et c'était mon avant-propos.
Merci pour ce coup de cœur. Nous allons dire merci à vous, messieurs les juges. Également merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour ceux qui nous prennent en marche, le convoqué du jour de cette convocation est le directeur général de la Banque agricole du Faso, Daouda Simboro. Merci une fois de plus d'avoir honoré notre convocation. Alors, on va parler finance avec aujourd'hui l'institution que vous gérez. Mais nous allons aussi parler politique. Vous êtes un acteur politique. Alors, je précise que vous êtes également titulaire d'un DES en finance et banque du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires. Alors, peut-être en question de généralité, je l'ai dit, vous êtes un acteur politique. Pour certaines analyses, vous êtes un très bon acteur politique. Aujourd'hui, est-ce que les joutes oratoires à l'Assemblée nationale ne vous manquent pas? Bonjour, merci messieurs les juges. Avant d'en venir à votre question, j'aimerais quand même que vous me permettiez de réagir sur les avant-propos du juge Bernard. Je crois qu'il fait bien de préciser que son deuxième avant-propos est juste une coïncidence. Oui, c'est vrai que c'est aussi l'actualité et que en tant que citoyen, bon, moi aussi je suis l'actualité comme ça. Mais pour le sujet concernant la mairie de Houndé, j'avoue que je ne suis pas vraiment très outillé par rapport à la gestion des collectivités. C'est un peu ce qui me manque, ce qui manque à mes bagages. Donc moi je ne peux pas apprécier objectivement la situation. Mais dans tous les cas, c'est comme lui-même vers sa conclusion, il le dit, il y a des textes et il faut s'attacher au respect des textes. Parce que tôt ou tard, ça nous revient en plein visage. Donc moi, je ne sais pas qui a raison et qui a tort, qui est dans la légalité et qui est dans l'illégalité. Le dossier est confié à la justice. La justice n'a pas encore vidé, du moins n'a pas encore vidé le dossier. C'est vrai que il y a des partis qui estiment qu'ils peuvent prendre des mesures conservatoires. C'est comme ça qu'il convient de les appeler. Mais c'est comme je le dis, objectivement, je ne suis pas outillé pour les apprécier. Alors c'est vraiment une coïncidence que certains de mes camarades soient embarqués dans cette, je sais pas, dans cette tourmente. C'est la réponse du DG ou de l'homme politique? Non, je suis DG, c'est vrai, mais de toute façon, tout le monde fait d'une manière ou d'une autre la politique. Voilà, et c'est comme les gens le disent couramment, si vous ne la faites pas, il vous fait. Donc moi, j'ai choisi d'agir, même si de plus en plus, je suis quelque peu en retrait pour me consacrer à la banque. Donc j'avais voulu apporter quand même cette réflexion-là avant de poursuivre sur votre question. Bon, c'est vrai que lorsqu'on quitte l'Assemblée, il y a une vie qu'on y mène, il y a des attitudes qu'on développe, il y a peut-être des contributions qu'on porte du moins au niveau de l'hémicycle. Quand on n'y est pas, il y a des moments, effectivement, on se dit, si on y était, on pourrait faire ceci, on pourrait avoir une telle attitude. Mais c'est une tâche très noble, mais c'est celle que j'accomplis aussi à la tête de la Banque agricole du Faso, la BADF, n'est pas moins noble. Et je peux dire que les deux tâches, se rejoignent quelque peu. Vous savez que le Burkina Faso comprend près de 84 à 86% d'acteurs de la population active qui sont dans l'agriculture. Et quand on est député aussi, on représente cette même population-là. Peut-être à 100%, mais 86%, c'est pas loin de 100% non plus. Donc moi, je pense que je suis toujours pour les mêmes populations, la même cible. Donc c'est avec autant de bonheur que j'accomplis ma tâche à la tête de la Banque agricole du Faso. D'accord. Monsieur le juge, des questions de généralité? Ma question de généralité, je ne sais pas pourquoi la question ne lui est pas posée. Puis, surtout pour parler de la mairie de Houndé, des précisions, je ne sais pas en quoi est-ce que, mais même si vous n'êtes pas outillé pour des questions de collectivité, vous avez été député à l'Assemblée nationale, vous avez une carrière politique, vous côtoyez des maires, vous connaissez ce que la loi au Burkina dit. Donc, il n'y a pas de gêne à pouvoir dire que ceci ou cela. Donc, je ne pense pas aussi que ce n'est pas c'est la volonté qui a manqué d'être maire, c'est peut-être vous qui n'avez pas voulu être maire. Bon, compte tenu de votre parcours, je pense qu'aussi c'est pas voilà, peut-être que c'est un choix que vous avez fait. Donc dire que vous ne vous y connaissez pas alors que vous accompagnez des collectivités, vous êtes toujours ici avec des maires, parce que dans vos rangs il y a aussi des maires. Bien sûr. Je m'inscris en faux par rapport à cet outillage-là. Je ne crois pas que c'est l'outillage qui vous manque.
Pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer? Je pense que ce n'est pas une fuite en avant non plus. Donc j'ai dit honnêtement ce qu'il sied que je dise par rapport à cette situation. Et c'est vrai que pour mes camarades, en tout cas, sincèrement, j'aimerais qu'ils voient le bout du tunnel, hein, parce que être embarqué dans une telle situation depuis plusieurs mois déjà, c'est pas si simple que de conjuguer ça avec ses activités quotidiennes de député et d'autres choses. Mais c'est comme je l'ai dit, ça veut dire que je ne vais pas m'hasarder à faire des jugements dont je n'ai pas véritablement la maîtrise. Ça, au moins, c'est sincère, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et je pense que devant un tribunal, j'ai bien le droit et j'ai le devoir d'être sincère. Voilà, et de dire la vérité, rien que la vérité. Et cette fois-ci, c'est ce que je fais. C'est la vérité que je vous dis. Est-ce qu'un partisan d'une même majorité, c'est élégant? Un partisan d'une même majorité, bon, moi je ne parle pas en termes d'élégance, moi je te parle en termes de texte. Ça veut dire que peut-être, je ne sais pas, d'autres expressions pourraient s'inviter, telles que, je ne sais pas, peut-être un peu aussi, je ne sais pas l'éthique, qu'est-ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'il ne faut pas respecter les textes qui existent. Voilà, la meilleure manière de rester ensemble est d'ailleurs de respecter les textes, c'est ce que je crois. Voilà, donc c'est ce que les uns et les autres devraient faire. Voilà, s'atteler à respecter l'esprit des textes et de la loi. Si dans notre pays, comme vous l'avez dit, il y a des moments où on a adopté des textes parce que de façon quand même qui laisse des failles, souvent ça a été fait volontairement pour pouvoir s'y glisser en cas de besoin. Des fois aussi, bon, ça a été fait par inadvertance, mais je crois dans le tout est de constater par exemple la carence de nos textes et de chercher à les combler. Ça au moins, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Même si on est ensemble dans la même majorité, il faut s'attacher au respect d'abord des textes pour consolider le fait de rester ensemble. Ok. Bon, là, peut-être c'est dans la même veine, on reste toujours sur l'aspect politique de notre invité. Aujourd'hui, il y a ce regard-là qui est jeté sur ce qu'on appelle transhumance, nomadisme politique. Chacun a donné ses raisons, mais aujourd'hui, il faut dire que les critiques fusent de toutes parts. Certains disent qu'il y a un manque d'éthique pour ce qui est de la démocratie en la matière. Vous, après tout ce temps-là, quel regard vous jetez là-dessus? Mais c'est ce que je dis. Ça veut dire qu'il faut constater la carence des textes et les corriger. Ça veut dire aujourd'hui, si vous pouvez prendre un texte qui statue, je prends le cas quand vous dites une démission volontaire. Tant que vous n'avez pas le constat de cette démission volontaire, vous êtes liés. Vous êtes liés. Et l'autre chose, c'est quoi? Qui faut-il privilégier dans cette situation? Est-ce que c'est le citoyen qui se présente devant la population pour briguer un mandat électif qu'il faut privilégier, ou bien la couleur politique avec laquelle il s'en va pour se présenter devant les populations qu'il faut privilégier? Il y a les vides, il y a les qui on élit réellement. C'est cette situation. La question est fondamentalement posée. Des juristes s'échinent à dire la démission doit être un acte volontaire, posé, écrit, fait ceci. Bon, moi je n'ai pas les détails, Mais ce que je dis, c'est que une fois que vous avez constaté que vos textes sont insuffisants, ayez le courage et la patience de les combler avant de vous projeter. Et ça arrange tout le monde, et c'est ça qui nous permet d'avancer sereinement. Sinon, aujourd'hui, tout ce qu'on dit, éthique ou pas, ça veut dire que c'est du côté de celui que ça arrange. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Maintenant, chacun tire ses conclusions. Aujourd'hui, il est des gens que ça arrange aujourd'hui peuvent dire non, c'est pas éthique, il ne faut pas faire, c'est pas élégant. Pendant que peut-être quelque part et dans un passé pas très lointain, les gens l'ont fait allègrement et ça n'a pas posé problème et ça a même arrangé, ça les a même arrangés. Donc c'est pourquoi j'ai dit ce débat-là, je crois que si je m'engage dans ce débat-là, je vais me laisser piéger par vous les juges. Et je n'ai pas l'intention de le faire, de me laisser piéger par vous. Je suis venu pour discuter finance avec vous, pour discuter Banque agricole du Faso avec vous, financement de l'investissement au Burkina. Je préfère qu'on aille sur ce terrain et qu'on laisse ces aspects politiques-là pour une autre fois. Quand vous allez m'inviter pour ça, alors, je viendrai en sachant que c'est de cela que on va discuter. Nous avons compris, les généralités font partie du principe. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être une dernière question
question politique. Les téléspectateurs nous en voudront de ne pas poser cette question-là. Alors, au lendemain du double scrutin et en pleine tractation pour les positionnements des partis politiques, vous avez estimé à son temps que l'UPC et le CDP n'avaient pas leur place à la majorité. Pour le cas du CDP, nous connaissons la position de ce parti. L'UPC a rejoint la majorité présidentielle. Aujourd'hui, est-ce que vous restez dans votre logique là? Vous estimez que l'UPC n'avait pas sa place à la majorité? Vous gardez votre argumentaire? C'était mon point de vue et ce point de vue est toujours valide. Qu'est-ce qu'on apporte? Dans tous les cas, c'est comme je l'ai dit, c'est mon point de vue. Mais ce n'est pas moi qui décide des choses. D'accord. Voilà. Ceux qui décident des choses, qui savent les tenants et les aboutissants, savent ce qu'ils font. Moi, je ne peux qu'en tirer les conséquences et on va regarder et leur faire confiance, pourvu que ça amène le navire Burkina Faso à bon port. Moi, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai que j'ai appartenu à ce parti, mais je n'ai jamais dit que ce parti n'était pas un grand parti. Je n'ai jamais remis en cause les qualités de mes camarades que j'ai côtoyés dans ce parti. Il y a eu des problèmes qu'on a évoqués, des problèmes qui, jusqu'aujourd'hui, peut-être ont leur tenant de réalité ou d'objectivité, mais dans tous les cas, c'est pour dire, quel que soit le parti, il a un apport à faire lorsqu'il va dans un regroupement. La PMP compte aujourd'hui plus de 70 partis. Vous ne pouvez pas les citer tous. Mais si on accepte le plus petit des partis, c'est qu'il a un apport à faire. Voilà. Mais maintenant, les opportunités et autres, ça c'est une autre question. C'est pas moi qui les règle. Moi, j'avais donné un point de vue. Ce point de vue a été partagé, mais moi je suis tranquille. Mais dans tous les cas, en conclusion de cette histoire, moi je sors du moins regaillardi. Il y a depuis 2015, fin 2015, c'est une position que j'avais soutenue et que j'avais demandé et soutenue. Si c'est 5 ans après que ça arrive, moi je suis totalement satisfait. Parce qu'au moins, l'histoire nous a montré que nous avions eu raison de demander, mais c'est que nous avons eu raison tôt. Maintenant, on se dit que s'il y a un prix à payer, on le paye. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir eu cette position depuis 2015, ni de l'avoir émis aussi en fin d'année 2020. Ok. Alors, on l'a dit, lors de cette convocation, nous allons également parler investissement en lien avec votre domaine, banque et finances. Et on l'a précisé, vous êtes à la tête justement de la Banque agricole du Faso. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre feuille de route? Quelles sont vos missions à la tête de cette banque-là? Alors, la Banque agricole du Faso, comme je l'ai dit, c'est une institution qui a été créée sous l'instigation des acteurs du monde rural et au cours de façon, ils l'ont réclamé d'ailleurs de façon récurrente au cours de la journée nationale du paysan. Alors, je pense que lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé au pouvoir, je pense que si je ne m'abuse, c'est dès la deuxième journée du paysan qu'il a présidé, qu'il a consacré la création de la Banque agricole du Faso. Donc cette banque a eu son agrément et a commencé ses activités, du moins en ouvrant ses portes à la clientèle le 25 février 2019 avec le siège à Chaussise au projet Zaka. Alors, dans les missions de cette banque sont quand même de 3 dimensions. C'est de participer à l'accélération de la mécanisation et dans le financement, de participer aussi au financement des intrants. C'est de contribuer aussi à réduire les importations de produits à base, du moins agricole, de matières premières agricoles. Et c'est aussi, je crois, de participer à la création et de production, de transformation locale et créatrice de valeur ajoutée. Donc c'est des missions qui sont très larges et nous avons eu la responsabilité d'agir dans un milieu très concurrentiel et un milieu très hautement risqué, mais je pense qu'en donnant suite à cette requête des acteurs du monde agricole, c'est quand même une réceptivité que le président du Faso a montré et sa disponibilité en tant qu'ancien banquier également d'agir aux côtés de ces populations-là pour leur faciliter l'accès au financement. Voilà ce que nous sommes supposés faire à la tête de la Banque agricole. Alors de là-bas, nous savons que nous avons une contrainte majeure. Notre cœur de cible, notre cible se trouve en milieu rural et ne se trouve
trouve pas dans les zones le plus grand nombre ne se trouve pas dans les zones urbaines. Donc du coup, nous savons que nous avons un pari à relever. C'est le pari de la proximité. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans un processus d'élargissement accéléré de notre réseau de vente. C'est ainsi que dans la foulée de l'ouverture de la première des guichets au public le 25 février, nous avons ouvert dès le mois de juillet l'agence de Bobo, et en janvier 2021 nous avons ouvert Houndé, simultanément Houndé et Dédougou, et je pense que d'ici fin juillet nous allons ouvrir Banfoura et puis Diebougou, et Yakoudougou qui se profile dans les 3-4 mois qui viennent. Il y a une seconde agence à Ouaga, et lorsque j'étais allé à Bagré pour signer la convention avec la société d'économie mixte Bagré-Pôle, j'ai annoncé l'ouverture d'une agence là-bas, et je pense qu'on me la réclame, et j'ai promis de le faire d'ici septembre 2021. Donc au total en 2021 nous serons déjà après 2 ans et demi de présence sur la scène bancaire, nous serons déjà une dizaine d'agences. Pour ce qui concerne les perspectives aussi, nous comptons dans les 2 années qui viennent d'ici 2023 couvrir au moins les 13 régions et peut-être une bonne dizaine d'autres provinces. C'est-à-dire nous serons aux alentours de 25 agences. Voilà. D'accord. Jouma. Oui, ce ne sont pas les initiatives pour soutenir effectivement le monde paysan qui manque au niveau du Burkina. Donc dans l'histoire de ce soutien, dans l'histoire de trouver une banque pour ce milieu-là, pour cette catégorie de personnes, il y a toujours existé. Maintenant la différence, il y en a toujours eu, pardon. Maintenant la différence de cette banque avec les anciennes qui n'ont pas pu tenir face au temps et aux réalités du terrain, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette fois-ci ça va être bien? Alors, lorsque vous dites qu'il y a des banques qui n'ont pas pu tenir, j'imagine que dans le secteur agricole, je veux dire. Vous faites allusion à la BND ou bien à peut-être l'ex-CNCA, la CNCA qui s'est mouillée en BACB, puis qui a été repris par Ecobank. Exactement. Pour cette dernière, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait faillite, que ce soit pour des raisons de performance qu'elle a été cédée. Je ne suis pas sûr. Peut-être sauf si vous avez des éléments. Non, parce que en l'occurrence, la BND... La précision que je donne, c'est que c'est, comment on appelle, c'est alloué à un secteur donné. Et aujourd'hui, quand on voit la dénomination, on met plus le mot agricole là-dedans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, quand ils rentrent dans cette banque-là, ils ne pensent pas à l'agriculture. Non, ce que je dis, pour ce qui concerne le cas spécifique de la CNCA qui est devenue BACB, on a ajouté commercial dedans et ensuite est repris par Ecobank. Oui. C'est sur les mêmes installations, c'est sur le même périmètre. Ecobank est en train toujours d'agir et c'est à peu près aussi les mêmes acteurs. La preuve est que Ecobank aujourd'hui est le chef de file du pool bancaire de financement de la Sofitex. Donc c'est pas pour raison de contre-performance. Ça, je peux vous le dire. Par contre, pour ce qui concerne la BND, des banques nationales de développement, ce n'est pas qu'au Burkina seulement que ces banques ont fait faillite, parce que dans les principes de gestion financière et économique, l'État a du mal à être plus performante que les initiatives privées. Et l'autre chose est qu'à un moment donné, dans les programmes d'ajustement structurel, depuis signé en 1994, ou bien c'est 1991 ou 1994, on a demandé à l'État de restreindre sa participation dans le capital, par exemple, de certaines institutions. C'est dans les fameuses privatisations. Et par exemple, au niveau dans le secteur bancaire, on avait demandé à l'État de restreindre sa participation à 25%. Voilà. Mais pour ce qui concerne spécifiquement aujourd'hui la Banque agricole du Faso, sa différence avec les banques classiques, c'est comme on l'a dit déjà, l'idée principale, c'est de trouver les moyens de faciliter l'accès au financement et pour les acteurs de ce secteur-là, pardon. Donc, comment cela se fait-il? Ça se construit avec les paysans. Et la différence déjà, c'est la volonté d'aller vers de prendre cette population-là comme cœur de cible. Si on en est arrivé là, c'est clairement parce qu'il y a un problème qui a été posé. C'est vrai que des structures existent, de toutes les tailles. Il y a la microfinance, la mésofinance et puis peut-être le secteur bancaire. Mais dans tous les cas, il n'est pas aisé pour les acteurs du monde rural là, d'avoir des financements. Alors,
En créant la banque agricole, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut voir dans quelle mesure on prend, quel bout de la ficelle on prend. Ça veut dire, si vous prenez le petit producteur agricole qui a moins d'un demi-hectare de terrain, pour vouloir en faire un agro-businessman, je ne suis pas sûr que vous y arrivez avec l'appui bancaire. Par contre, il y a des institutions qui sont dédiées à ce type de financement qui peuvent lui permettre de franchir un palier pour maintenant devenir demandeur des financements d'une banque, de financement bancaire. Donc il faut partir de cette étape. Des fois, quand les gens disent, bon voilà, le paysan qui est à tel endroit ne peut pas avoir le crédit, ne peut pas avoir... C'est tout le monde. Ça veut dire que toute la population même ne peut pas accéder au crédit bancaire. Donc il faut franchir des paliers. Et nous avons l'obligation d'accompagner les acteurs pour franchir les paliers. Mais nous n'avons pas serré nos clients pour dire, tant que vous n'avez pas ce niveau-là, vous ne venez pas chez nous. Nous avons été créés pour trouver des solutions et nous avons aussi aujourd'hui l'appui institutionnel qui nous différencie par exemple des autres banques. En 2020, l'État a voté le projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness. Ce n'est pas la création d'une nouvelle banque, mais c'est la mise en place d'outils qui permettent d'accompagner cette banque-là. Donc par exemple le warrantage qui va être développé, l'assurance agricole qui est conçu pour les pour de la micro-assurance pour les producteurs et pour compenser peut-être, les caprices climatiques qui les amèneraient à ne pas réaliser les volumes escomptés en termes de récolte. Tout ça, c'est des initiatives qui montrent que l'État assume cette volonté-là d'avoir créé cet instrument qui est la banque agricole du Faso. Les autres banques n'ont pas forcément, et ce n'est pas à l'endroit forcément des autres banques, parce qu'ils n'ont pas cette mission. L'autre chose aussi qui montre que la banque agricole peut être différente et doit être différente d'ailleurs, c'est la création du fonds de développement agricole. Et maintenant tous les textes sont prêts, on va peut-être lancer cela bientôt. Et le fonds de développement agricole, qui par exemple qui est logé à la banque agricole du Faso, qui va distribuer des prêts avec des taux d'intérêt maximal de 5%. Donc déjà ça, c'est des initiatives qui nous différencient. En plus, par exemple, de la cible que nous avons, du segment que nous avons choisi, c'est des choses qui nous différencient des autres banques. Et nous avons l'obligation de réussir parce que les banques dont vous évoquez la situation antérieure doivent nous servir, par exemple, pour éviter les trappes du même genre. D'accord. Juva. Oui. Moi, je viens même sur la question lors de la création de cette banque-là, de ces missions. On nous a dit, il y a une première mission, un premier volet, c'est le financement du secteur agricole. C'est ça. Maintenant, il y a un deuxième, parce qu'il faut que la banque puisse continuer de façon pérenne. Donc, elle a l'obligation d'être une banque comme les autres. Comme toutes les autres. Si. Donc, on va dire axé vers les Burkinabés de façon générale avec des produits aussi différents. Moi, la question, dès que ça a commencé, je me dis, mais comment est-ce qu'on pourra concilier les deux sans que l'autre caractère qui est plus logique pour une banque, qui est l'obligation de rentabilité, ne prenne le dessus sur le financement d'un secteur qui a ses réalités qui sont très difficiles pour les banques. C'est vrai. Non, mais vous faites bien de poser la question parce que vous mettez le doigt sur une problématique majeure. C'est vrai que quand on dit banque, on voit rentabilité, on voit profit. Ça, c'est normal. Mais malgré nos missions de financer le monde agricole, on ne nous a pas déchargé de cet objectif-là. Nous avons l'obligation de rendre la banque rentable. D'ailleurs, notre premier exercice de 2019 s'est soldé par un résultat déficitaire. Mais nous avons, dès la deuxième année, nous avons bouclé l'année avec un résultat bénéficiaire tout en continuant d'augmenter les objectifs de financement à l'endroit du secteur agricole. Parce que nous sommes passés peut-être d'un taux de moins de 20% en 2019 à un taux de plus de 40% de nos financements destinés au monde rural. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est que d'ici la fin de l'année 2021 ou 2022, nous inversions cette tendance pour avoir 55 à 60% de financement destiné au monde agricole contre 40% vers les autres secteurs. Alors, parlant des autres secteurs, vous le dites si bien,
nous avons un agrément de banque universelle. La commission bancaire, les instances de l'UEMOA, des régulations ne nous ont pas donné un agrément de banque exclusivement agricole. On nous a donné un agrément de banque universelle. C'est pourquoi d'ailleurs nous finançons d'autres secteurs, y compris l'industrie qui n'a rien à voir même avec l'agriculture. Alors, donc, fort de cet agrément, qu'est-ce que nous faisons? Les premiers comptes que nous avons ouverts ne sont pas forcément des comptes à vocation agricole. C'est des comptes commerciaux de façon générale. Parce qu'il faut constituer une assiette de clientèle qui vous porte, qui vous permet d'abord de payer les employés, de payer les charges de la banque avant de distribuer de l'argent aux acteurs du monde agricole. Parce que les acteurs du monde agricole ne sont pas structurellement des épargnants. C'est des consommateurs de crédit. Donc il faut trouver la ressource quelque part et puis prêter aux acteurs du monde agricole. Et dans ces conditions-là, lorsqu'il s'agit de trouver les ressources, de lever les ressources, on nous considère comme une banque, et une banque comme toutes les autres. Parce que quand on va en compétition pour lever les ressources, on nous applique le même taux sans discrimination, y compris les sociétés d'État. Et cela est naturel, cela est normal. Parce que le faire viendrait à violer les règles de la concurrence saine. Donc nous aussi, on assume cette partition. Mais on demande, comme vous l'avez perçu, que l'État, pour qui nous avons l'impression, que nous avons la conviction que nous accomplissons une mission de service public, nous accompagne dans la mobilisation, dans la recherche de ressources, de ressources de faible coût, de coûts modérés, pour pouvoir le replacer au niveau du monde rural. Parce que si ceux qui font, comment dirais-je, les PME qui font de l'achat-vente ou bien qui ont un certain niveau avancé, qui font de la transformation, vous leur appliquez un taux de 10%, ils peuvent supporter. Mais si vous prenez un agriculteur qui a une activité saisonnière, qui a des volumes limités du fait soit de son périmètre ou des aléas, vous lui appliquez un taux de 7%, il va crier. Vous l'avez déjà suivi, vous avez d'ailleurs suivi lors de la JNP dernière, et on nous a dit que nous sommes chers parce que nous faisons des taux de 12%. Bon, ce taux était bien sûr erroné, mais nous avons des taux qui sont au-delà de ces 7%-là, qui sont compris entre 7 et 9%. Et naturellement, on trouve déjà que c'est cher. Mais avec le Fonds de développement agricole, nous pourrons faire appliquer des taux de 5% maximum pour rentrer dans les aspirations des acteurs du monde rural. Donc c'est juste, nous avons ce problème-là, cette contrainte-là. Toujours, nous devons avancer en ayant en vue, en ligne de mire, rentabilité, accentuation du financement agricole et puis mobilisation de ressources à coût modéré. Voilà. Donc c'est sous cette contrainte que nous avançons. Vous avez donc parlé de la question du statut de banque que vous avez, qui n'est pas spécifiquement agricole dans les charges que vous avez de façon officielle. Maintenant, en interne, vous avez l'obligation d'une typologie double des clients. Je m'explique. Commercial, donc avec obligation de rentabilité, et puis financement agricole avec une spécificité propre. Alors que lorsqu'on est dans ce domaine-là, on connaît la réalité du secteur. C'est d'abord la question de la condition d'une garantie, c'est-à-dire la contrepartie qu'on donne pour avoir un prêt, et puis la flexibilité dans le remboursement, tenant compte de leur réalité encore. Quelle est la spécificité de votre offre sur ce chapitre-là? On a vu beaucoup de pays qui sont rentrés là-dedans, mais il faut, de façon courageuse, des politiques bien arrimées. Bien sûr, je suis d'avis avec vous. Rappelez-vous les missions que j'ai citées. J'ai cité essentiellement 3 missions. Par exemple, la participation pour l'accélération de la mécanisation par le financement, par exemple, de l'équipement et puis des intrants. Là, nous le faisons, par exemple, nous avons des conventions avec des structures étatiques, en l'occurrence la Sonater, pour mettre, par exemple, des tracteurs et des outils de production à la disposition des agriculteurs. Là-bas, tous ceux qui ont bénéficié d'accompagnement pour acquérir des tracteurs n'ont pas eu besoin de venir déposer une garantie hypothécaire. Vous allez dans une autre banque, vous êtes obligé de le faire. Ça, c'est d'un. Par exemple, lorsque nous voulons accompagner, par exemple, la réalisation d'industries dans les industries de transformation, les gens de la filière du riz, les transformateurs de riz que nous avons financés à Bagré, ils n'ont pas déposé une garantie hypothécaire.
Nous avons trouvé un mécanisme avec Bagrépol pour pouvoir les accompagner. Donc nous assumons pleinement cette situation. Donc c'est pour dire que, et c'est vrai, et les instances de régulation ne délivrent pas un agrément spécifique. Et vous avez vu tout ce qui a été spécifique comme banque spécifique, l'habitat, agriculture, machin, ça ne prospère pas forcément parce qu'on leur restreint leur périmètre d'action. Maintenant, en leur donnant un agrément universel, ça permet quand même de compenser, de faire un système de compensation pour rester quand même performant et de pérenniser les modalités de financement. Donc nous, je pense que en interne, même le phénomène d'éviction des financements à l'endroit d'autres secteurs par les financements agricoles, c'est une volonté interne, c'est une volonté inhérente au sens de notre création. Donc ça veut dire que nous en suivons parfaitement cela sans que ça nous pose de problème. Ça veut dire qu'il y a des indicateurs qui sont là et que nous suivons. D'ailleurs, nous sommes en train d'élaborer un plan stratégique quinquennal de développement, lequel plan stratégique va nous recentrer résolument vers notre cœur de métier. Et ce qui me permet de vous dire encore que les plus grands financements que nous faisons, par exemple à l'endroit du monde rural, c'est comme j'ai dit, le bout de la ficelle par lequel qu'il faut tirer là, il faut savoir l'identifier. Est-ce qu'il faut partir tirer le bout qui permet, par exemple en descendant, de créer beaucoup de choses, qui permet, par exemple, de créer du revenu pour les transformateurs, pour les producteurs et pour le petit agriculteur, ou bien il faut prendre le petit agriculteur pour essayer de monter vers le sommet? Nous avons choisi de combiner les deux, mais aujourd'hui, la tendance de nos chiffres prennent le niveau où on contribue, par exemple, à la création, à la distribution de revenus en descendant. Voilà. Mais même le petit agriculteur qui vient vers nous, ça veut dire que ce n'est pas tellement la garantie qui nous intéresse. C'est l'activité qui va assurer le retour de notre financement, ce qui nous intéresse. Voilà. Quand on voit aujourd'hui la réalité du monde agricole au Burkina Faso, certains doutent de l'impact réel de votre institution bancaire sur la vie des producteurs. Alors certains même n'hésitent pas de qualifier votre institution de banque politique. Que répondez-vous à ces derniers-là? La banque politique, c'est une banque qui est née d'une volonté politique, mais elle fonctionne sur des règles d'une banque privée, totalement dénuée. Dans la comptabilité, il n'y a pas de politique. Dans la gestion financière et bancaire, il n'y a pas de politique. Mais nous avons l'obligation de nous inscrire par rapport aux politiques publiques qui sont développées dans le pays, déployées dans le pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'est doté d'un schéma national d'industrialisation. Et l'industrialisation fait partie d'une de nos missions. La contribution à l'industrialisation fait partie d'une de nos missions. D'accord ? Le schéma national d'industrialisation a un objectif précis. C'est de promouvoir, par exemple, la création le développement et la consolidation d'une masse critique d'industrie, par exemple, qui soit performante, concurrentielle, et du moins qui puisse créer aussi de la valeur ajoutée et des emplois. Nous, on rentre dans ça. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas dire que vous ne faites pas de la politique, que votre activité n'est pas politique. Vous accompagnez, nous sommes nés d'une volonté politique. Nous devons nous ranger aux côtés, par exemple, du côté de la mise en œuvre performante des politiques publiques. Ça, nous le faisons. C'est pourquoi nous ne nous limitons pas seulement à un cas l'agriculture. Bon, si nous faisons d'autres activités, quelle que soit la motivation, vers la fin, c'est le résultat qui compte. C'est le remboursement de notre crédit pour permettre la pérennisation de la banque qui compte. D'accord. Voilà. Juge Bouma. Oui, effectivement, banque politique, vous dites que, mais en ce qui concerne la gestion, c'est sur les règles établies dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine bancaire. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit, les autres qui ont été créés par l'État, c'est difficile à décoller parce que aussi, il y a les complaisances à un moment donné vis-à-vis des principes de gestion, vis-à-vis du choix des hommes qui doivent effectivement donner un travail de qualité. C'est à ce niveau-là que l'aspect politique prend le dessus par rapport à la gestion. Et c'est beaucoup plus les inquiétudes des uns et des autres. Mais bien sûr, c'est fondé, c'est des inquiétudes qui sont fondées. Parce que si vous venez faire de la politique à la banque,
vous le mettez dans les règles de gestion, je ne suis pas sûr que vous en sortiez. Ouais. Moi, j'ai fait de la politique. Là, même on a un directeur général. Vous avez un directeur général qui est un homme politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans la gestion de la banque, c'est vrai que ce n'est pas de la politique que je suis venu à la banque. Je suis parti de la banque pour faire de la politique et je suis revenu à la banque. Donc les règles de gestion, je les connais bien. La part des choses, je sais le faire. La preuve, moi j'ai pris la banque à mi-année, avec des résultats intermédiaires qui n'étaient pas dans le bon sens. En concluant l'année, j'ai inversé les tendances. Et présentement, nous sommes dans une tendance positive qui va nous permettre de dégager un résultat encore plus consistant que celui de l'année dernière. Mais les règles de gestion, mais demandez, des gens viennent, ceux qui font de la politique comme ceux qui ne font pas de la politique, mais ils n'ont pas le crédit. Ils n'ont pas le crédit parce qu'ils ne respectent pas les conditions. Ils n'ont pas de crédit parce qu'il y a des dispositifs qui vous obligent, par exemple, qui obligent que ce soit l'agent, que ce soit peut-être le client, à rentrer, à remplir certaines conditions avant de bénéficier de son crédit. On ne décide pas, bon, un tel est de telle formation, un tel est recommandé par telle personne, on signe, on lui donne. Ce n'est pas comme ça. D'accord. Nous sommes très encadrés et nous sommes suivis par la commission bancaire et les instances de contrôle de l'activité bancaire. Alors, monsieur le DG, le 25 mai dernier, votre banque a associé son image justement au lancement officiel des travaux de l'usine d'assemblage d'ordinateurs et d'équipements électroménagers. Alors, quel enjeu justement revêt ce projet-là pour votre banque? Oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que nous avons l'obligation quand même de suivre, de nous aligner par exemple au déploiement des politiques publiques dans notre pays. Alors cette initiative, le financement de cette société d'assemblage d'ordinateurs et de matériel électroménager et de téléphone, par exemple, ne nous a pas été par exemple insufflé ou imposé par l'État. C'est un financement totalement privé, à 100% privé. Qui a été fait en suivant les conditions d'intervention de la Banque agricole du Faso et qui a abouti à la mise à disposition du promoteur des ressources nécessaires. Nous l'avons d'ailleurs fait avec d'autres partenaires financiers. Si nous avions été seuls, on pourrait nous suspecter d'avoir reçu par exemple une instruction pour accompagner ce promoteur-là. Nous avons la Banque commerciale de Burkina qui est associée. Nous avons aussi le Fonds de solidarité africain, le FSA, qui est associé à ce financement. Donc ça veut dire que le projet, on a pris le temps de le rendre effectivement bancable. Quand nous avons reçu la première version du projet, je vous assure, il n'était pas bancable. Mais nous avons travaillé sur peut-être plusieurs mois pour rendre le projet bancable avant d'en arriver au financement et qui a servi à commencer à édifier l'infrastructure que vous avez vue. Bon, c'est vrai que le pouvoir public est venu prendre le dessus et c'est comme si c'était une initiative de l'État, mais je le répète, c'est un financement totalement privé. Nous n'avons concerté ni le ministère du Commerce, ni le ministère des Postes et de l'économie numérique, ni le ministère des Enseignements supérieurs pour accompagner ce client-là. C'est sur la base de son dossier de demande de financement que nous l'avons accompagné. Bien sûr, l'État a apporté aussi sa contribution en mettant éventuellement un terrain à disposition du promoteur et des facilités en termes dans le cadre du code des investissements. Mais tout ça n'aurait pu être déclenché s'il n'y avait pas le financement de la banque derrière, de la banque derrière. Donc c'est comme je le dis, nous avons l'obligation de participer à la réalisation de la stratégie nationale d'industrialisation. C'est une de nos missions. Voilà, pas que dans le domaine agricole. C'est vrai que cette stratégie nationale d'industrialisation met l'accent sur la transformation de matières premières locales. Voilà. Mais l'importation de technologies aussi, et la domestication de technologies de pointe aussi, n'est pas à exclure de notre périmètre d'intervention. C'est pourquoi nous avons accompagné ce promoteur-là. Alors, dans la même logique, vous êtes également aux côtés du gouvernement dans le cadre du projet Un étudiant, un ordinateur. Parlez-nous succinctement justement de ce projet et de votre implication. Le projet Un étudiant, un ordinateur, je le rappelle, c'est une initiative présidentielle. Voilà, qui vise à doter chaque étudiant d'un ordinateur
Et je pense qu'il est exécuté par volet. Il y a par volet, je pense, par paquet de milliers d'ordinateurs dont les modalités sont gérées au niveau du ministère des Enseignements supérieurs. Et nous, on n'entre pas dans cette gestion. Les banques s'assurent de savoir que le financement permet, par exemple, à l'entrepreneur, soit d'importer le matériel pour le livrer afin que les étudiants en bénéficient, ou de le monter sur place. Et je pense que c'est en mixant les deux possibilités que nous en sommes arrivés à la mise en place, à la création de l'unité industrielle. Parce que déjà, ce programme va permettre d'avoir déjà un portefeuille de contrats, et à l'endroit, par exemple, du moins pour le bénéfice du promoteur. Voilà, si vous devez distribuer autour de 100 000 ou 500 000 ordinateurs, l'unité qui va les produire, ça ne se produit pas sur une année, ça va se produire sur plusieurs années. Donc ça a le temps de permettre à l'entreprise, à l'unité industrielle de se consolider. Voilà, et de se développer et de se consolider. Donc cette initiative-là, c'est la bienvenue. Et puis nous nous sommes inscrits aux côtés pour l'exécution, pour la réalisation de cette initiative. Bon, donc c'est l'unité d'assemblage qui doit s'occuper, ou bien c'est une commande du candidat devenu président qui passe par la banque pour financer son initiative? Je ne comprends pas bien. Non, c'est pas une commande du candidat devenu président, parce que vous devenu président, la commande, vous dites si la commande est publique, ça reste toujours une commande, c'est pas la commande du candidat devenu président. Ça, il faut déjà se le dire. Mais dans tous les cas, sachez une chose. Quand nous on fait nos financements, nous ne le faisons pas avec les mêmes sentiments que vous. Par exemple, voilà, c'est un tel, c'est celui, non. C'est un marché. Il y a une offre, il y a une demande. Est-ce que l'offre et la demande se rencontrent? C'est ça que nous on regarde. Qui est derrière? Il est de quelle obédience? Il est devenu ceci? Nous on ne s'encombre pas de ces choses-là. Nous on regarde l'offre et la demande. C'est le marché et le potentiel que cela nous offre là. C'est ça qui nous concerne au premier chef. Mais dans tous les cas, c'est dans son programme. Un étudiant, un ordinateur est dans du programme présidentiel. Et même le programme présidentiel, c'est pas le président qui le transforme. Il est appuyé par exemple par des institutions qui l'accompagnent dans la matérialisation de son programme. S'il trouve qu'il est bon de faire une commande domestique pour encourager l'effort domestique, nous on est preneurs. S'il trouve qu'il faut, en attendant de mettre en place l'unité industrielle, qu'il faut importer pour doter les étudiants auront un ordinateur, c'est un plus, nous on est preneurs. Voilà. Dans tous les cas, nous on ne s'encombre pas de certaines considérations. Nous sommes une institution, nous ne raisonnons pas comme quand nous sommes par exemple à l'Assemblée, ou bien nous sommes hors dans certaines scènes. Oui, je me rends compte que la plupart des questions maintenant viennent sur le caractère banque universelle moderne, alors qu'il y a la vocation première qui est agricole. Oui. Moi, je veux que vous nous précisiez les choses pour ne pas qu'on ait l'impression peut-être qu'on est une banque qui, du point de vue de sa dénomination, n'est rien d'autre qu'un marketing politique. Maintenant, on a créé une banque agricole, alors que dans le fond, dans ces chiffres, c'est bien un accompagnement comme toutes les autres banques que nous connaissons. Aujourd'hui, combien la banque agricole pèse en termes de financement de notre agriculture? Vous avez accompagné à hauteur de combien aujourd'hui, lorsqu'on connaît nos réalités? Alors, ce que vous dites là, je l'ai dit, ça veut dire que nous avons un agrément universel qui nous permet d'intervenir dans tous les secteurs. Mais c'est à nous, pour mériter notre dénomination de banque agricole, de faire en sorte que la majeure partie de nos financements soit destinée au secteur agricole. Et aujourd'hui, nous sommes à 40% contre 60% destinés aux autres secteurs, à l'ensemble des autres secteurs. Ce qui est, les autres secteurs ne sont pas un secteur unique. Il y a le secteur minier, il y a d'autres secteurs, il y a le secteur des services, il y a le secteur, par exemple, au niveau des mines. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés par 60%. Mais le seul secteur agricole déjà est à 40%. Bon. Nous sommes une jeune banque, c'est que vous oubliez souvent. Nous avons ouvert nos portes le 25 février. Nous avons eu 2 ans il y a quelques jours seulement.
Nous avons eu 2 ans il y a quelques jours. Je vais poser la question parce qu'on connaît les besoins. Je sais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est comme, je reviens là-dessus, si nous n'avons pas une assiette consistante d'emploi qui va nous générer par exemple des intérêts et des commissions, nous ne pourrons pas injecter de l'argent dans le domaine agricole. Alors aujourd'hui, ce ne serait pas bon qu'on nous demande de nous focaliser uniquement sur le financement de l'agriculture, mais ils doivent nous donner le temps d'évincer les autres financements autres secteurs par les financements agricoles. Ça, c'est ce temps-là qui est le problème. Les gens ne semblent pas patients pour nous donner ce temps. Nous en sommes conscients. Nous-mêmes, c'est pourquoi je vous dis, dans 3 ans, nous, on veut inverser la tendance. Quand on va présenter les chiffres, nous sommes à 60% de financement à destination de l'agriculture, contre 40% pour l'ensemble des autres secteurs. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas une banque agricole. Merci. Daouda Simboro, vous l'avez dit, la Banque agricole du Faso est une jeune banque, mais qui a beaucoup d'ambitions. Les ambitions que nous avons pu vérifier, en tout cas, lors de cette convocation. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Banque agricole du Faso. Avec votre casquette d'acteur politique, nous avons aussi parlé de l'actualité politique. Merci d'être passé. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces clés de lecture-là. On se donne rendez-vous demain pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.